Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette édition spéciale depuis la Paris Infra Week 2025, le grand rendez-vous du financement des infrastructures ici au ministère de l'économie. Alors vous le savez peut-être, mais plus le temps passe, plus nos infrastructures de transport, routes, rails, ponts, voies fluviales accusent le poids du temps et d'un sous-investissement chronique. Résultat, un réseau qui se fragilise alors même que l'urgence climatique nous oblige à réinventer nos mobilités. Aujourd'hui, on fait face donc à un double objectif, réparer l'existant d'un côté, mais aussi préparer la transition dans un contexte budgétaire bien sûr extrêmement contraint. Alors où trouver les ressources pour financer les 20 prochaines années? Faut-il réinventer, réintroduire les partenariats publics-privés, mobiliser davantage de capital privé, repenser en profondeur le modèle économique du transport public? Autant de questions, autant de débats avec qui on va discuter avec nos experts. On est ravis d'accueillir sur le plateau Dominique Bussereau. Dominique, bonjour. Ancien ministre, président de département et président d'Ambition France Transport, qui vient de piloter une grande concertation nationale sur l'avenir du financement des mobilités. Bienvenue à vous. Merci à vous, nous allons en parler. On est également en compagnie de Valérie Vesque-Jeancard. Bonjour Valérie. Bonjour Fabrice. Vous êtes présidente de Vinci Railways, directrice déléguée de Vinci Airports et donc figure du secteur privé engagé dans la transformation du rail. Bienvenue également. À vos côtés, Jean-Luc Champy. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé chez White & Case Paris, spécialiste justement des montages publics-privés, la structuration des grands projets d'infrastructure. Je vous propose de tenter de répondre à cette question, comment aligner justement les capitaux avec les objectifs climatiques territoriaux pour que cette transition des mobilités ne reste pas un vœu pieux, mais devienne véritablement un moteur de croissance durable. Alors Dominique Bussereau, on va commencer avec vous. Vous venez, je l'ai dit, de conduire la grande conférence Ambition France Transport, destinée à penser l'avenir des mobilités et en particulier leur financement. Objectif, identifier un nouveau système de financement pérenne pour les 20 prochaines années. Quelles sont les grandes orientations qui se dégagent de cette conférence? Les orientations seront très nombreuses et le gouvernement doit les traduire dans une loi cadre que le ministre des Transports, Philippe Tabarot, doit présenter devant le Parlement avant la fin de l'année si le calendrier parlementaire actuel naturellement le permet. Il y a à la fois des besoins fondamentaux en matière ferroviaire, un réseau ferroviaire dont une partie a vieilli, des lignes nouvelles à construire pour aller vers de grandes métropoles comme Toulouse ou vers l'Espagne proche. Il y a des besoins sur le réseau routier. Oui. Le réseau autoroutier est parfaitement entretenu, il va bien, mais le réseau routier classique qui reste à l'état est en état de dégradation. Celui des départements, des communes va souffrir des restrictions budgétaires actuelles, donc également va se trouver en mauvaise position. Il y a du fluvial, on construit en France le canal Seine-Nord. Il y a des tunnels, on construit entre la France et l'Italie le fameux tunnel Lyon-Turin. Il y a des besoins d'accès aux aéroports, des besoins d'accès à nos grands ports, maritimes ou locaux. Donc les besoins de financement sont énormes. Oui. Et la puissance publique seule, l'État et les collectivités, ou l'État ou les collectivités ne suffira pas. Donc naturellement besoin de nouveaux modes de financement. Oui, quand on vous entend, on voit qu'il y a énormément de chantiers, on a l'impression qu'ils sont tous prioritaires. Est-ce qu'il y en a quand même quelques-uns qui se dégagent? Qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez, tout est prioritaire en matière d'infrastructure. Les Allemands qui n'ont pas entretenu leurs infrastructures depuis 20 ans doivent actuellement investir 500 milliards d'euros pour remettre à niveau leur réseau autoroutier qui est devenu obsolète et leur réseau ferroviaire sur lequel la moyenne des retards fait qu'un train, seul un train sur 6 arrive à l'heure en Allemagne fédérale. Donc oui. Il faut entretenir d'abord l'existant. Donc l'existant, c'est du ferroviaire, c'est parfois des investissements qui ont été réalisés avant même la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu même des électrifications de lignes ferroviaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça sont les priorités, mais il y a également, des priorités d'aménagement du territoire. Considérer que Toulouse, qui a dépassé Lyon en termes de population de ville-centre, ne soit pas dans la grande vitesse européenne alors qu'elle est la capitale de l'aéronautique européenne, c'est même pas envisageable. Donc il faut à la fois trouver de l'argent pour les nouveaux projets, entretenir, améliorer l'existant et faire en sorte que la compétitivité française, qui est très liée à un système de transport très performant, ne soit pas abîmé par un manque d'investissement. Oui, alors tiens, on va continuer le tour de table avec vous, Valérie Vesque-Jeancard. Vous êtes bien sûr sensible à ce qui vient d'être dit, notamment sur le rail. Je rappelle que vous êtes présidente de Vinci Railways. Également présidente de l'AGIFI, c'est l'association qui regroupe tous les gestionnaires privés d'infrastructures ferroviaires en France.
Que pensez-vous justement de l'appel au financement privé dans le ferroviaire évoqué par Dominique Bussereau? On le sait, hein, l'État ne pourra pas tout. Bien, je pense que c'est un appel non seulement aux capitaux privés, mais aussi à la capacité de faire des grands groupes industriels français, Oui. dans une logique de partenariat global, où le partenaire conçoit, construit, finance et ensuite exploite et maintient sur une très longue durée des infrastructures de mobilité ferroviaire. Ce sont des partenariats qui ont, je dirais, des vertus naturelles. La première vertu, c'est celle d'une maîtrise des coûts et des délais de construction. On sait que le partenaire n'est payé que lorsque l'infrastructure est mise en service et donc c'est une incitation forte à ne pas prendre de retard dans les chantiers. On sait aussi que tout dépassement de coût pèsera sur sa rémunération. Donc là aussi, incitation forte. Les autres vertus sont la sanctuarisation des budgets de maintenance, puisqu'en fait, sur plusieurs décennies, on va, dans le cadre de ce contrat, fixer un niveau de maintenance. Et c'est justement ce qui a fait défaut jusqu'à présent, et ce qui peut faire défaut en cas de financement public. Dominique Bussereau a évoqué l'obsolescence du réseau. C'est vrai que lorsqu'on est soumis au cycle budgétaire, Oui. voilà, une année, on maintient parce qu'on a les budgets. L'année suivante, il y a moins de budget disponible, et donc on ne fait pas la maintenance au niveau requis. Oui, rassurez-nous, on n'est c'est- pas au niveau des Allemands quand même, avec un train sur Non. 6 et 500 milliards de déficit d'investissement. Non, mais il est vrai que le réseau a aujourd'hui un niveau d'obsolescence que l'on essaye de contrer, et c'est l'une des propositions d'Ambition France Transport, Oui. que de faire des investissements significatifs pour le régénérer et le moderniser. On dit souvent en fait que les investissements se concentrent sur les lignes justement à grande vitesse, hein, celles qui sont les plus voilà, TGV Atlantique, TGV vers Lyon et Marseille. Et puis voilà, il y a ça et le reste de la France. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que justement il faut accélérer pour unifier tout le réseau? Écoutez, moi, il ne m'appartient pas de me prononcer sur ce qui a été fait jusqu'à présent par SNCF Réseau. Ce que je peux dire, et pour poursuivre le propos de tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement des montages qui fonctionnent, qui ont un certain nombre de vertus, je l'ai dit, notamment celui de peser peu sur les finances publiques et puis de permettre d'avoir des infrastructures entretenues sur le long terme et de faire surgir aussi de l'innovation dans la maintenance de ces infrastructures, et qu'on a finalement 4 projets qui en sont la preuve. 3 projets de lignes nouvelles qui ont été lancés en 2011 et 2012. La ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique vers Bordeaux, que l'on a évoqué. Oui. La ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire et le contournement de Nîmes-Montpellier. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, il y a eu 13 milliards d'investissements sur ces lignes, dont la moitié par des capitaux privés. Et ça a permis en 5 ans de construire un quart du réseau à grande vitesse nationale, alors qu'il avait fallu 35 ans pour construire les 75 premiers pourcents. Donc c'est un outil extrêmement puissant. On a aujourd'hui des lignes qui ont des taux de disponibilité très élevés, et donc effectivement mobiliser les financements privés pour des développements, c'est tout à fait pertinent. Je veux souligner qu'il est aussi pertinent, à mon sens, de mobiliser des financements privés pour la modernisation. Et là aussi, je vais vous donner un autre exemple qui date de 2010, c'est celui du GSM Rail, le système de télécommunication dédié aux ferroviaires, qui permet la communication entre les trains et les centres opérationnels, oui, qui est donc un élément essentiel de la sécurité ferroviaire. Eh bien, il a été construit dans le cadre d'un partenariat avec le privé de 15 ans, qui s'est achevé en mars 2025, à la satisfaction de tous. Et donc, ce réseau de télécommunications a été remis à SNCF Réseau, après avoir formé les équipes de SNCF Réseau, voilà, à l'issue d'un partenariat qui a été gagnant-gagnant pour les deux parties. Donc oui, je pense que l'appel au financement privé et à la capacité de faire du privé fait sens, et qu'elle peut s'appliquer à un certain nombre d'objets dans le ferroviaire. Allez, on termine notre premier tour de table avec Jean-Luc Champy. Pour vous, c'est l'état des lieux, je décrivais au début, hein, évidemment, des infrastructures de transport vieillissantes. C'est le constat, mais heureusement, on a quand même de l'argent en France, des sources de financement qui sont mobilisables. Exactement. Le constat, effectivement, il est aujourd'hui assez bien connu. Il y a de nombreux rapports qui ont été publiés, que ce soit par les services de l'État, que ce soit par la Cour des comptes, qui font état d'un vieillissement du réseau, qui commencent à chiffrer également ce qu'on appelle la dette grise, c'est-à-dire le montant cumulé des investissements qu'il aurait fallu réaliser, qui ne l'ont pas été, et qui, du coup, vont nécessiter des investissements bien plus importants de réparation, de remise à niveau, que si on avait fait la maintenance en temps utile. Oui. Donc ces chiffres-là commencent aujourd'hui à être connus, ils sont assez vertigineux. Mais en réalité, je pense que le monde des infrastructures souffre en fait d'un problème endémique qui est l'absence ou l'insuffisance de ressources fiables, stables et dédiées. Je dirais, on a perdu beaucoup de temps depuis l'abandon de l'écotaxe en 2014, et au fond, on n'a jamais remplacé
cette ressource qui devait être mise en place du fait de l'écotaxe. On l'a remplacée soit par des ressources qui ne sont pas forcément pérennes, notamment des taxes sur le carburant, etc. À mesure que les véhicules vont s'électrifier, c'est autant de revenus en moins pour le secteur des transports, et des bricolages divers et variés, mais on n'a jamais réussi à recréer une ressource pérenne, dédiée et sanctuarisée pour les besoins des infrastructures. Or, le problème, c'est que les infrastructures sont des outils de temps long qui nécessitent des investissements permanents, continus, et je dirais plus on investit au quotidien, moins on se retrouve face à un mur d'investissement qui est celui auquel on est confronté aujourd'hui, et c'est toute la difficulté. Ça, c'est mon premier point. Je vous coupe, mais c'est comme la médecine, il vaut mieux s'entretenir et faire son check-up régulièrement qu'attendre que ça soit... Voilà, le problème, c'est qu'on préfère la réparation lourde juste avant l'accident plutôt que l'entretien quotidien. Heureusement, l'état des infrastructures en France n'est pas celui qu'on connaît dans certains de nos pays voisins, et on n'a pas d'accidents graves comme celui qu'on a pu constater sur le pont de Gênes, par exemple. Heureusement, les dispositifs de prévention existent et fonctionnent. Néanmoins, aujourd'hui, on préfère fermer des infrastructures par précaution parce qu'on considère qu'elles ne sont plus en capacité d'assurer le service pour lequel elles ont été conçues. Et c'est quand même un problème de voir des ponts qui sont fermés par des départements parce qu'ils n'ont plus les moyens de financer les grosses réparations, d'avoir des petites lignes ferroviaires qui ferment parce qu'on n'a plus assez d'argent pour assurer le gros entretien des ouvrages d'art, et que après avoir ralenti les circulations de train, on finit carrément par les fermer parce que la sécurité de la circulation n'est plus assurée. Donc, quelque part, les effets, on les mesure quand même. Donc voilà, le sous-financement, c'est une réalité. La question qui se pose après, c'est comment on trouve de l'argent. Effectivement, le paradoxe du monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que cet argent, il existe, il est même assez largement disponible. Il suffit de trouver les outils pour le catalyser et le faire revenir dans le domaine des infrastructures. Il y a un certain nombre de montages contractuels qui permettent de le faire. Alors, ce n'est pas la panacée, ça ne permet pas de résoudre toutes les difficultés, mais en tout cas, je pense que les pouvoirs publics font preuve de beaucoup de frilosité sur ces sujets, alors même que les exemples notamment que Valérie Westjankar citait montrent que sur un certain nombre d'infrastructures, l'appel au secteur privé peut avoir des effets qui sont tout à fait positifs. Donc la concession, les partenariats publics-privés. Dominique Bussereau, réaction à ce qui vient d'être dit? Réaction, la réalité. C'est-à-dire que sur une période extrêmement courte, entre 2007 et 2012, on a lancé les lignes que Madame citait tout à l'heure, sont fondamentales, Tours-Bordeaux, Nîmes-Montpellier, Le Mans-Rennes vers la Bretagne. On a fait le GSMR pour la communication ferroviaire. Tout ça sans aucun retard dans la livraison. Je me souviens même, étant élu dans la région où passe la ligne Tours-Bordeaux, que le chantier a été livré par Vinci, en l'occurrence, avec quelques semaines d'avance qu'on ne voit jamais en matière de travaux publics. Donc, ça veut dire que quand on veut mobiliser le privé, on peut le faire, ou alors trouver des dispositifs innovants. Ce que les Français n'ont pas vu, c'est que ces dernières années, le plus grand nombre de tunneliers au monde était en France, parce qu'on a construit et on achève 200 km de métro automatique autour de Paris, 60 gares nouvelles avec chacune un pari architectural tout à fait remarquable. Tout ça s'est fait dans l'indifférence générale. C'est le plus grand projet pratiquement mondial. Toutes les capitales européennes et mondiales sont en train de venir voir ce qui s'est fait. Alors les Français ne le voient pas, et les Parisiens non plus. Parce qu'à l'exception du prolongement ceux qui habitent à Paris, on voit les travaux. Ceux qui ont vu la ligne 14, à l'exception de la ligne 14 qui va vers Orly, et que donc les utilisateurs, enfin certains utilisateurs de l'aéroport d'Orly utilisent, tout le reste pour l'instant ne fonctionne pas. La première ligne sera mise en service en 2027. Mais c'est un réseau extraordinaire. Donc ça veut dire qu'on est capable en France de trouver des moyens de financement innovants. Alors, ça peut être le modèle de la Société du Grand Paris qui est un peu particulier. Ça peut être ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, c'est-à-dire associer l'argent privé qui existe à un domaine où ça marche. Il n'y a jamais eu autant de monde en France dans les TGV, jamais eu autant de monde en France dans les trains intercités, jamais eu autant de passagers en France dans les TER. Ça veut dire que le système ferroviaire aujourd'hui est au top des besoins de nos concitoyens. On construit d'ailleurs des lignes ferroviaires dans le monde entier, sur tous les continents. Et donc l'investissement dans le système ferroviaire est un bon investissement. Et il faut que l'État, et j'espère qu'il le trouvera par la loi cadre que prépare Philippe Tabarot,
soient capables de mettre en œuvre ces nouveaux modes d'investissement. Mode d'investissement, ça passe par exemple par des concessions si vous voulez, Albin Chalandon, qui était un grand ministre du général de Gaulle, vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, était surnommé Monsieur Tronçon. Parce qu'à l'époque où il n'y avait pas de concession autoroutière, l'État faisait 2 fois 15 km par an d'autoroute dans la France des années 60, qui en attendait beaucoup plus. Où on a changé de dimension, c'est quand on a lancé le système des concessions et qu'on a pu construire un réseau autoroutier qui est aujourd'hui certainement le plus développé, le plus moderne et le mieux entretenu d'Europe. Oui. Donc naturellement concession, naturellement partenariat public-privé, toutes les formes de cofinancement entre le public et le privé sont possibles, mais autant il faut que l'argent public se spécialise sur les rénovations, même si certaines d'ailleurs peuvent être prises en compte par l'argent privé, parce qu'il y a de l'argent à gagner dans les restructurations et les rénovations, autant toutes les lignes nouvelles qui restent à construire dans notre pays, il est certainement important qu'on trouve un système de financement venu du privé. Oui, et puis il faut que ça reste économiquement viable aussi pour les usagers. On sait que par exemple sur les autoroutes, certains se plaignent des prix qui augmentent chaque année. Un peu la double peine puisque c'est quelque chose qui a déjà été financé par l'impôt. Idem. Non, les autoroutes n'ont pas été financées par l'impôt. Le système autoroutier français, il est financé par les utilisateurs. Quelques autoroutes gratuites type au sud de Clermont-Ferrand jusqu'au pont dans l'Aveyron sont gratuites. Mais le système autoroutier français, il est financé par les utilisateurs et par les clients. Très bien. On continue justement avec vous, Valérie, sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, ce financement, c'est vrai que Vinci a trouvé une sorte de solution. Est-ce que c'est ce type de partenariat public-privé, à votre sens, qu'il faut développer ? Je pense qu'effectivement, les 3 projets de lignes nouvelles que j'ai cités tout à l'heure et le projet GSM Rail montrent que ce type de partenariat fonctionne. Alors après, il y a évidemment des conditions pour que ce type de partenariat fonctionne bien. Oui. D'abord, qu'il s'applique, je dirais, à des objets qui soient bien circonscrits, bien définis et pas trop en interaction avec des réseaux existants et sous exploitation pour ne pas compliquer les interfaces. Que ce soit des objets qui aient une taille critique suffisante aussi si on veut avoir des économies d'échelle sur la maintenance et si on veut aussi pouvoir faire porter les coûts fixes de montage de ces projets sur un objet de taille suffisante. Il faut aussi qu'il y ait une durée suffisante, oui. qui soit en lien avec la durée de vie de l'ouvrage. C'est combien de temps en général, plusieurs ? Pour 10, 15, 20 pour la ligne à grande vitesse, les lignes à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire et contournement de Nîmes-Montpellier, ça a été 25 ans. Et pour la ligne vers Bordeaux, 50 ans de concession. Donc ce sont de durée longue. Voilà. Et ça, c'est indispensable pour pouvoir amortir les investissements. Oui. Autre facteur de succès, avoir évidemment un concédant qui soit sachant, qui soit robuste, qui soit dans une relation de confiance avec ses partenaires privés. Et c'est le cas de SNCF Réseau qui a maintenant une vraie expérience en la matière et qui a fait le choix d'y voir un enrichissement mutuel en réalité des expériences et des compétences. Et puis il y a d'autres points que Jean-Luc évoquera peut-être qui ont trait à la structure contractuelle. C'est important que dans le contrat, le partenaire public, le partenaire privé prennent chacun le risque qu'il est le mieux à même de maîtriser, qu'on donne aussi, compte tenu de la longue durée de ces contrats, une visibilité sur le cadre légal, sur le cadre fiscal, sur le cadre tarifaire. C'est évidemment essentiel pour que des investisseurs ou des prêteurs s'engagent. Jean-Luc Champy, justement, il y a une appétence aujourd'hui forte des investisseurs. Il y a des gens qui sont prêts à faire ce pari sur plusieurs dizaines d'années, voire un demi-siècle, comme les grands réseaux, les grandes lignes à grande vitesse. Il y a même des investisseurs qui sont capables de faire des paris encore plus osés en allant sur des infrastructures avec des concessions qui sont encore plus longues, puisque les concessions les plus longues en France, elles dépassent 80 ans pour certaines infrastructures exceptionnelles. Donc, dans certaines hypothèses... Lesquelles en particulier? Vous avez le tunnel sous la Manche, vous avez aussi la concession du duplex à 86, qui est un objet, qui est un tunnel à péage dans l'ouest de l'Île-de-France, qui est un objet complètement hors norme, et qui fait l'objet d'une concession qui est très très longue, et qui montre qu'effectivement on sait mobiliser des capitaux sur le très long terme qui ne sont pas uniquement des capitaux publics, mais ça reste quand même des ouvrages un peu exceptionnels et c'est sans doute pas la règle. Je pense que pour mobiliser des investisseurs sur ce type de projet, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies pour que le projet fonctionne bien. La première condition, c'est effectivement d'avoir un projet qui est bien défini en amont, c'est-à-dire que c'est quand même des contrats compliqués qui sont conclus pour ces projets. Donc il faut que l'autorité publique, qui est l'autorité concédante, ait fait
je dirais, toutes les études de définition du projet avec un degré de précision suffisante et une connaissance suffisante des enjeux du projet pour être capable de rédiger un contrat qui fonctionne bien. Ça, je dirais, c'est le prérequis. Le deuxième élément qui est important, c'est d'avoir une allocation des risques du contrat qui est relativement équilibrée, c'est-à-dire qui met un certain nombre de risques techniques sur la tête de l'opérateur privé, puisque c'est lui qui a vraiment les compétences, les ressources pour les maîtriser au mieux, mais qui, sur certains aléas politiques et réglementaires, accepte que la puissance publique conserve une partie du risque. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, on le voit sur les concessions d'autoroutes, mais pas uniquement. On le voit aussi, par exemple, sur le régime de régulation des aéroports, qui pose un certain nombre de questions et qui ne s'articule pas toujours très bien avec la concession. On constate que les opérateurs savent prendre des risques, mais il y a un certain nombre d'aléas qu'ils ont plus de difficultés à gérer. Et ayant plus de difficultés à les gérer, ça va désoptimiser les projets au détriment, j'allais dire, de l'intérêt général. Quel type d'aléas en particulier? Les aléas, notamment fiscaux. C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment avec la préparation du budget, peut-être encore plus cette année que les années précédentes. Mais ce qu'on constate, c'est que les grandes concessions d'infrastructures ont besoin de stabilité et de prévisibilité. C'est comme ça que les investisseurs arrivent à accepter des niveaux de rémunération qui sont relativement agressifs et qui sont quelque part favorables à l'intérêt public. À partir du moment où, sur les dernières années de la concession, il y a des velléités de taxation qui vont crescendo à mesure que les contrats arrivent près de leur terme, ça déstabilise un petit peu le paysage, ça crée des incertitudes qui sont, je pense, préjudiciables pour toutes les parties et surtout qui peuvent justifier des taux de retour sur investissement plus élevés. Parce que comme il y a une incertitude, comme il y a un risque, eh bien, ça se traduit par une demande de rémunération accrue qui est une sorte de prime de risque. Donc, le bon moyen d'éviter la prime de risque, c'est de donner des engagements clairs en matière de stabilité, notamment sur le plan réglementaire et fiscal. Quand vous vous engagez pour 50 ans, eh bien, évidemment, il y a des aléas, mais il y a des aléas que l'État, par exemple, ou une collectivité locale peut maîtriser. Eh bien, ce qu'elle peut maîtriser, elle doit pouvoir s'engager à en limiter certains effets. Ça aura un effet direct sur le taux de rémunération du contrat et donc ça coûtera moins cher à l'usager au final. Voilà. Donc je pense que ça c'est quelque chose d'important. On ne le dit pas assez et je dirais il y a une tentation un peu court-termiste qu'on observe assez régulièrement qui consiste à avoir des cagnottes, des mannes cachées, etc. Je pense qu'avec des contrats qui sont mieux rédigés, qui sont mieux régulés dans le temps, et une plus grande prévisibilité des risques, notamment réglementaires et fiscaux, on peut arriver à une équation économique qui est favorable aux personnes publiques sans pour autant tomber dans ce genre de travers. Lisibilité réglementaire, fiscale, c'est ce que souvent les investisseurs appellent de leur vœu. Alors quand on compare les temps, effectivement, de ces infrastructures, 10, 20, 30, 50, 80 ans avec le temps politique, Dominique Bussereau, et vous connaissez bien ces murs, c'est vrai que ça paraît un petit peu compliqué comme équation. Il faut que l'État soit stable dans ses règles. Quand les concessions autoroutières actuelles vont se terminer entre 2031 et 2036, l'État devra les revoir. On a déjà donné dans la conférence que j'ai présidée un certain nombre de pistes, des concessions longues mais pas trop, des moyens de revoyure réguliers et pas l'imagination des ministres ou de leurs collaborateurs, des systèmes également de retour de financement vers le transport clair. Nous pensons qu'on peut dégager 2,5 milliards, 3 milliards par an qui retournent au système de transport dans un nouveau système de concession. Peut-être, alors ma voisine sera peut-être triste, mais peut-être de nouveaux concessionnaires. La carte des sociétés d'autoroute à date d'une autre France. Donc on a depuis des nouveaux acteurs français, européens qui sont entrés. Mais il faut que les choses soient claires et sur le long terme. Oui. Vous voyez, ce qui s'est passé sur Tours-Bordeaux, c'est qu'au départ, la SNCF était contente d'avoir une nouvelle ligne pour faire Paris-Bordeaux en grosso modo 2 heures et 6 minutes. Sauf que comme ce n'était pas elle qui se payait des péages à elle-même, elle a été extrêmement prudente et même sur le reculoir, elle n'a pas mis en place assez de trains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez un billet de train pour aller de Paris à Angoulême ou Poitiers ou Bordeaux, il faut vous y prendre 15 jours à l'avance. Donc il ne faut pas rentrer dans le malthusianisme à partir de ce moment-là. Il faut que tout le monde joue le jeu et aujourd'hui,
j'ai le plaisir de constater que les relations entre SNCF Réseau et Vinci sur l'axe Paris-Bordeaux sont parfaitement claires, que Vinci construit un nouveau centre de maintenance au sud de Bordeaux qui va permettre l'arrivée de nouveaux prestataires et donc plus de services, plus d'offres au service des clients. Donc on est entré dans un système maintenant qui est stabilisé, où c'est plus la droite pour les concessions, la gauche contre, etc. Un système dans lequel on doit pouvoir faire à la fois l'entretien de l'existant et les investissements nouveaux absolument indispensables. L'investissement vers Toulouse, vers la côte espagnole, enfin, le Pays basque espagnol est important. Il y a également des accès à la Normandie et dans la région de Marseille et de Nice très importants. On a le tunnel Lyon-Turin dont il faut achever le financement. Tout ça, ce sont des choses qui seront rentables dans l'usage, aussi bien pour les exploitants que pour les investisseurs. Donc il faut trouver les bonnes règles du jeu. Ouais, trouver le bon modèle, et vous appelez même un nouveau modèle de financement avec la création d'une nouvelle agence de financement des infrastructures de transport. Elle existe déjà. Elle existe déjà. Simplement, il ne faut pas la supprimer parce qu'il y a des agences qui ne servent à rien. Or, celle-ci sert à quelque chose. Et pour revenir sur ce que disait Madame tout à l'heure, si Madame Royal n'avait pas eu la somptueuse idée de stopper l'écotaxe, on aurait 8 milliards par an sur le modèle allemand de la LKW Maut venant des poids lourds pour financer le système des transports. Et pardon, on ne serait pas aujourd'hui autour de votre micro pour chercher de l'argent. Le mot de la fin, on va vous le laisser, Valérie, justement sur ce que disait à l'instant Dominique Bussereau. Donc ces lignes, cet entretien finalement qu'il faut faire, on l'a compris, et puis prévoir ce temps long également, c'est ce qui vous attend chez Vinci Railways. Oui, tout à fait. Et puis je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Dominique Bussereau. L'offre ferroviaire et développer la part modale du ferroviaire, ça passe par une infrastructure en bon état, qui soit résiliente et qui ait de la capacité, et ça passe par de l'offre. Et effectivement, c'est important aussi d'instaurer une dynamique de l'offre pour qu'il y ait de nouveaux entrants sur les lignes à grande vitesse. Et c'est vrai que l'ISEA, le concessionnaire de la ligne vers Bordeaux, a pris l'initiative de financer un centre de maintenance, puisqu'on sait que pour un nouvel entrant ferroviaire, il y a 2 barrières à l'entrée principale: acquérir du matériel roulant et avoir des capacités de maintenance. Et donc, on s'est employé à lever une de ces barrières à l'entrée pour qu'il y ait davantage d'offres sur cet axe, pour répondre à une demande croissante. Et ben voilà, en tout cas, restaurer nos infrastructures. Il y a urgence, mais c'est possible, on l'a bien compris. Merci à vous tous. Dominique Rousseau, merci à vous. Valérie Vesque-Jeancart, présidente de Vinci Railways, et Jean-Luc Champy de White & Case. On se retrouve très prochainement sur Bismart pour une nouvelle émission sur les infrastructures.